Gildwen Perronneau, bonjour, bienvenue chez Castelet, notre chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? Je peux. Donc je m'appelle Gildwen, comme tu l'as dit, Perronneau. J'ai 44 ans et j'habite en Bretagne. Et j'ai une compagnie. Je travaille pour une compagnie que j'ai montée il y a maintenant peut-être allez, une petite entre 15 et 20 ans, je n'ai pas la mémoire des dates, en 2009, 2007, entre 2009 et 2007. Et la compagnie s'appelle Roisizo Théâtre. Et c'est une compagnie qui est co-dirigée, c'est-à-dire qu'il y a deux directeurs artistiques, moi-même et puis Julien Gallardon, qui est un ami à la base avec qui on a monté cette compagnie, ben voilà, en sortant de nos études et avec qui on travaille toujours. Et vous êtes une compagnie marionnette? Eh bien, la marionnette, on va dire qu'elle a toujours été présente dans la compagnie, parce que les premiers spectacles qu'on a faits, il y avait plusieurs marionnettistes qui étaient dedans. Et donc, du coup, la marionnette a, ouais, je pense, toujours été présente d'une manière ou d'une autre dans les spectacles, même si depuis quelques années maintenant, Julien travaille développe un autre axe qui est quand même les arts de la parole. Donc du coup, voilà, Julien est plutôt sur cet axe-là, art de la parole, même si sur le dernier spectacle qu'il a fait, il y avait de l'objet, d'une certaine manière. Et puis moi, par contre, effectivement, dans mes projets, la composante figure, on va dire ça comme ça, marionnette, est quand même toujours présente. On va parler de ça, de l'objet, de la compagnie et de la Bretagne. Euh, Est-ce que tu t'as fait beaucoup de spectacles en théâtre d'objets? Comment t'en es arrivé à ça? Pourquoi l'objet? Alors, comment j'en suis arrivé là? J'ai fait exactement ouais, 3 ou 4 spectacles avec le théâtre d'objets. C'est pas par là que j'ai commencé, parce que moi je suis plutôt vraiment parti sur de la manipulation de marionnettes à la base, en fonction de ce que j'avais pu faire. Mais on va dire que moi je me suis pas formé, je vais peut-être parler de la formation comme moi je suis pas né dans la marionnette, je suis pas né dans le théâtre. Et j'ai rencontré ça un peu sur le tard, à la fin du lycée, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, j'ai fait d'autres études et ce qui m'a à un moment quand même quand le théâtre était là, au tout début, c'était plutôt du théâtre de rue. Les rencontres ont fait que je me suis intéressé à la marionnette et dans ces cas-là, je me suis formé sur un parcours, je crois que ça s'appelait les classes marionnettes. Ça se passait à Amiens, au tout début du Tas de sable avec la compagnie Je pense verte. Donc du coup, il y avait des formations qui étaient proposées tous les mois, je crois, un week-end, et qui permettaient sur 2 ans de rencontrer des artistes divers et variés des arts de la marionnette. Théâtre d'ombre, théâtre d'objets, théâtre de marionnettes, théâtre de figures, théâtre de matière. Et donc comme ça, on a rencontré un certain nombre de professionnels et d'artistes en activité. Et moi, j'avais plutôt voilà, un goût pour la manipulation. Je ne savais pas trop, au tout début on commence, est-ce que c'est la construction, est-ce que c'est la manipulation, est-ce que c'est l'interprétation aussi. Et donc du coup j'ai commencé plutôt avec des marionnettes. Marionnettes, on va dire, presque à taille humaine ou entre voilà, une hauteur plutôt comme ça. C'était pas forcément des marionnettes petites et manipulées de l'intérieur. Donc voilà, c'était beaucoup d'expérimentation. Un ou deux spectacles avec ce type de marionnette-là. Et puis ensuite, j'ai basculé un petit peu. Il y avait toujours aussi l'ombre, parce que j'avais rencontré le théâtre d'ombre. Et donc, du coup, l'ombre a toujours été un petit peu présente aussi au début du parcours. Euh, et puis, après, des rencontres aussi artistiques et des stages. À la fois, je dirais que la marionnette, je la trouvais assez exigeante en termes de construction, en termes de mise en scène, et des fois, pour tester sur un spectacle des scènes avec des marionnettes, il fallait une journée de
construction, d'installation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu plus long dans le processus de création. Et puis, en même temps, du coup, j'ai remis le théâtre d'objets et rentré un petit peu dans mon travail. Et puis, à un moment, je me suis dit que c'était très vif comme manière de créer, très ludique, assez rapide aussi dans le processus de création. Ce que je pouvais tester en une journée avec la marionnette, je pouvais le tester en 1 heure avec le théâtre d'objets. Et ça, j'ai trouvé ça assez dynamique dans l'esprit créatif. Donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire vraiment, je dirais, 3 spectacles de théâtre d'objets. Du coup, c'est la vitesse, finalement, la fastidiosité de la marionnette qui t'a orienté vers l'objet. Enfin, de la Euh, construction, de tous ces temps, Ouais, et puis c'est le côté, je vais d'une manière de plus positive, c'est le côté très ludique du théâtre d'objets qui m'a plu. Mais en fait, il y a plusieurs choses, c'est qu'à la fois, ça libérait aussi quand j'ai fait ça, il y avait une partie d'interprétation qui était plus forte aussi dans le théâtre d'objets, qui était ouais, qui correspondait un petit peu à mon parcours de comédien et d'interprète, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a aussi plu. C'est-à-dire qu'il y a une présence quand même de l'acteur et du comédien qui peut être peut-être un peu plus importante. En tout cas, quoi. Je me suis senti à une bonne place à cet endroit-là. Une place différente qui me plaisait. Et pourquoi tu es allé à Amiens faire des études parce que tu as un nom breton? Pourquoi tu t'es retrouvé à Amiens faire Ah ce bah parce qu'en stage-là? fait, C'était un choix? ouais, c'était un choix. Je cherchais, j'avais déjà fait pas mal d'études, et donc du coup, je cherchais plutôt à me former. J'étais trop vieux, et puis j'en avais fait trop d'écoles pour me dire je vais rentrer dans une école de marionnette. Donc du coup, je me suis dit bah tiens, comment on peut se former à la marionnette différemment. Donc là, c'était plutôt en formation continue. Donc c'est pour ça. Je suis pas allé vivre à Amiens. Je faisais juste des allers-retours entre la Bretagne et Amiens. Et donc, ben voilà, un petit rendez-vous régulier qui permettait aussi de croiser d'autres artistes de ma génération. Parce que vous étiez tous de la même génération à peu près là. Bah oui, c'était des étudiants, donc oui, oui, c'était plutôt, oui, oui, même génération, à 5 ans près, je pense, une génération de marionnettistes qu'on croise aujourd'hui. Et alors tu dis Bretagne, c'est où en Bretagne? D'où tu La viens? compagnie? Oui, de la compagnie. D'où Eh tu ben viens, moi, la c'est plutôt le compagnie. sud de la Bretagne. Donc, nous, notre compagnie, elle est basée à Vannes, qui est le fief historique. Mais après, voilà, ça reste le sud de la Bretagne où là, on développe plus de choses avec des salles. Le- on n'est pas juste sur un lieu, même si aujourd'hui, on est associé à un théâtre qui s'appelle le Centre culturel Athéna à Auray, qui fait un festival autour de la marionnette, Mélicène. Donc du coup, voilà, on est depuis 1 an et puis pour encore 2 ans, on est associé à ce lieu-là. Mais c'est un lieu de rayonnement, on va dire ça comme ça. Après, la Bretagne, c'est notre territoire aussi du mal à identifier ça par rapport à une ville, parce qu'on n'est pas non plus attaché à une ville. Donc la Bretagne, ça me va bien. Oui, c'est vrai que la Bretagne, là par exemple, vous êtes venu à Avignon et vous avez une aide de la région pour venir à Avignon. C'est ça. Pas de la région. Oh, pardon. Une aide de spectacle vivant en Bretagne. Qui est financée par qui? Qui est financé, je pense, en partie par la DRAC, en partie par la région. D'accord. Donc voilà, c'est pas vraiment la région, même s'il y a Oui. Bretagne dedans, mais je crois, est-ce que c'est un EPCC? Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est une délégation qui est faite à Spectacle Vivant en Bretagne pour aider à la diffusion et au rayonnement des compagnies, de la musique, de tous les arts de Bretagne. Et comment vous avez vécu l'augmentation du prix de l'essence très forte et du fait du coup de est-ce que ça vous a isolé un peu? Est-ce que vous étiez toujours isolé? Est-ce que vous avez plus de difficultés à faire venir des compagnies extérieures, à sortir? En Est-ce que ça a Bretagne, impacté? Oui. Je dirais que moi, j'étais pas, le moment où ça a vraiment augmenté, j'étais pas forcément dans une période de grande tournée, donc ça tombait plutôt bien. On essaye aussi nous, pas mal de privilégier, tant qu'on peut, le train. On a cette chance-là avec un spectacle, donc les fois où je suis sorti, c'était en train, donc j'étais content. Mais effectivement, après ça,
euh, je dirais, dans le fond, c'est douloureux, mais ça n'impacte pas non plus, ou c'est pas décisif pour le choix d'une diffusion. Vous sentez pas d'enclavement en Bretagne? Non, moi après, je dirais que pour le voir entre différentes compagnies qui habitent à Rennes, à Vannes ou à Brest, je me sens entre les deux. Brest, je trouve ça un petit peu loin, effectivement, quand je suis parti de Brest pour aller jouer à Paris, par exemple. Je trouvais ça, ça rajoute quand même une petite distance, qui est bénéfique pour plein de choses. Mais voilà, dans le transport, effectivement, je trouvais ça un petit peu. Ouais, je me suis dit, pour des compagnies brestoises, ça peut être un petit. Bon, c'est un coût supplémentaire, tout simplement, quoi. Nous, à Vannes, au départ de Vannes, je trouve ça raisonnable. Même pour aller à Marseille, ça va, vous arrivez à... Enfin, dans le sud de la France, par exemple, vous arrivez à diffuser là aussi? Nous, je réfléchis à ça. Je vais te dire, on n'a pas de spectacle où on doit prendre le camion pour descendre dans le sud comme ça. Dans ces cas-là, là, je suis venu à Toulouse, c'était vraiment en train, et on va privilégier le train au maximum. Là, je viens à Avignon, là, ça se fait en camion, mais le coût de l'essence est descendu un petit peu, donc, et puis on est, non, j'allais dire on est aidé, mais pas sur cette partie-là. Alors, on va parler un peu de la compagnie, de comment tu as fait la compagnie et de cette double direction. Qu'est-ce que ça... Je suppose que ça s'est fait petit à petit, cette espèce de double direction, ou c'était déjà ancré dès le début, double direction? Non, parce qu'on a commencé comme on va dire, de manière assez collégiale. Genre la première création, on va dire une jeune compagnie, donc des savoir-faire qui s'installent, qui se découvrent aussi un petit peu. Mais c'est quand même une bande d'amis à la base, donc on a rêvé de monter un théâtre itinérant, de créer une compagnie, de créer un spectacle. Donc voilà, ça, on a fait ça au tout début. Donc c'était de manière assez collégiale sur... tout le monde pouvait intervenir à différents moments. Et puis les parcours de vie ont fait que la compagnie s'est recentrée un petit peu sur Julien et moi. En tout cas, nous, on est restés dans la compagnie à cet endroit-là. Donc on a fait des spectacles ensemble, des co-créations, des co-écritures. Et puis avec le temps, on s'est dit qu'on avait aussi le droit de créer nos propres chemins et, qui se recroisent de temps en temps. Donc voilà comment ça s'est créé. Je ne sais pas si je réponds à la Si, question. si. Et est-ce qu'au niveau des partenaires institutionnels, c'est facile de dire ça? Est-ce qu'ils s'attendraient plutôt à une identité artistique? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on défend aussi. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans le sens où bon, déjà, c'est l'histoire de la compagnie. Et puis après, j'aime bien aussi me dire que c'est pas parce qu'on on a comment dire, euh, c'est un peu différent artistiquement qu'on n'a pas le droit d'être dans la même compagnie et d'appeler ça compagnie, autrement que collectif. Donc ça, c'est des choix qu'on fait, hein, de se dire à un moment, bah voilà, on assume le nom de compagnie, de fait de son histoire, de fait de la manière dont on le gère. Et après, j'aime en tout cas avec Julien, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on est d'accord, cette solidarité, cette mutualisation qu'on a de faire des choses pour le commun de la compagnie, et puis des choses qui sont plutôt de l'ordre du projet. Mais bon, voilà, c'est comme dans une famille. Des fois, il y en a qui contre. Et j'aime bien le côté qu'à un moment, bah, des fois, il y a des spectacles qui portent un peu plus la compagnie. Et puis, bah, ça permet à des spectacles qui sont plus. Qui tournent peut-être un petit peu moins de vivre quand même et puis de ne pas vivre dans la précarité. Et donc voilà, c'est une forme de mutualisation, de solidarité. C'est ça qui me plaît bien à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes impliqué dans le réseau de marionnettes en Bretagne? Un peu informel, le réseau informel qui On existe a en Bretagne? essayé, en tout cas, au tout début, il y a 2 ans, je pense, un petit peu sur toute la partie un peu de diagnostic qu'il y a pu y avoir. Un petit peu moins, on n'a pas pris le pli encore de rentrer dans le réseau ombre, plus que parce que ça tombait pas forcément bien et puis ça demande un petit peu d'engagement aussi. Même si on connaît bien l'équipe, les différentes équipes qui tiennent ça. Et, donc pas encore, je dirais. Et la présence du CNMA
sur le territoire? Est-ce que ça aide à certains endroits? Est-ce que ça permet que, par exemple, pour les interlocuteurs de la DRAC, ça permet que la marionnette soit connue? Est-ce que ça aide le fait d'avoir cette structure sur le territoire? Bah, je trouve que c'est une belle reconnaissance quand même des arts de la marionnette. Ça serait triste de ne pas en avoir un en Bretagne. Donc je trouve qu'on est plutôt chanceux. Moi, c'est vrai que Hennebont, c'est 45 minutes, 40 minutes de chez moi. Donc en étant marionnettiste, bah, je trouve que c'est idéal. Voilà, j'apprécie la dynamique et tout le travail qu'a pu faire l'équipe du Théâtre à la Coque, du Bouffou avant avec Serge Boulier pour défendre ce lieu, de faire en sorte qu'il soit labellisé Centre national des arts de la marionnette. Ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? C'est de Ce la que, diffusion, je fais de pouvoir aller voir non, des mais après, spectacles. c'est juste qu'on s'inscrit dans c'est une maison, finalement, de la marionnette sur un territoire en Bretagne, où on sait que bah, il y a des artistes qui passent, où on sait que bah, il y a de la mise en réseau qui se fait, il y a de la promotion des arts de la marionnette qui se fait, et nous, en tant qu'acteurs, plutôt de la diffusion et puis de la création, ben voilà, on fait partie de ce panel de compagnies bretonnes qui est là, sur lequel le CNMA peut aussi s'appuyer s'il a envie, ou nous, on peut aussi s'appuyer si, effectivement, et c'est ce qu'on fait, d'aller se solliciter soit pour des temps de résidence, pour de la coproduction, et puis, ouais, pour faire en sorte que, en tant que compagnie bretonne, il y ait un lien aussi particulier avec ce CNMA-là. Et au niveau des moyens, la salle là-bas, il y a un atelier. C'est quand même un bel endroit de travail pour vous? Ou c'est un peu petit ou... Eh ben, je dirais que ça dépend à quelle période de. Moi, ça fait quand même les dates. Ça fait quand même quelques années que je fréquente le théâtre à la Coque avant de devenir Centre national des arts de la marionnette. Donc, j'essaie de réfléchir quand est-ce que j'ai rencontré. Je pense que j'ai dû rencontrer l'équipe du théâtre à la Coque en 2013 sur Charleville, le festival de Charleville, et Laurence Ménère, je crois, et puis Serge, et puis Laurent à l'époque. Donc au début, j'ai trouvé ça génial, le fait d'avoir un plateau, parce que dans une jeune compagnie, d'avoir accès à des plateaux, d'avoir cette simplicité aussi de se dire, bah, en fait, tout est possible, il y a des accroches, il n'y a pas besoin d'un technicien ou de deux techniciens, on a le droit dans la mesure de ce qui est proposé là-bas, de créer. Donc je trouve que c'est un petit cocon qui est vraiment génial. Aujourd'hui, je trouve ça toujours aussi génial. Après, c'est vrai que la taille fait que ça s'adapte plutôt à des formats qui sont plutôt pas réduits, mais en tout cas sur des grands plateaux. Pour avoir fait plusieurs créations qui étaient dédiées aux grands plateaux, il faut bien s'inscrire au bon moment, plutôt dans le temps de recherche, dans le temps d'exploration, plutôt que dans le temps de création lumière. Euh, Ça a d'autres contraintes, mais après le lieu, bon voilà, il y a une petite magie quand même d'être dans un ancien cinéma et puis d'avoir une équipe qui est quand même présente et attentive à ce qui se passe, à l'écoute. Ça, c'est quand même précieux, je trouve. Et au niveau de réseau français, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la marionnette au niveau français, de comment elle s'organise, ça s'articule? Est-ce que vous arrivez à vous positionner, vous, compagnie, vous, Bretagne? Ben, je dirais que moi, je suis pas le plus fort à cet endroit-là pour être dans un réseau, participer aux différents réseaux, même si j'ai une attention à ça. Et pourquoi ça, par exemple? Tu as dit tout à l'heure que tu t'as pas encore impliqué dans Ombre, mais c'est lié à quoi? À des contraintes? Bon, c'est les contraintes de la vie, je dirais ça comme ça. Après, des fois, on fait des choix de où est-ce qu'on met son temps et son énergie. Donc, après, je soutiens ça euh, sans forcément avoir pris le temps ou avoir décidé de prendre du temps pour ça, même si je considère qu'on l'a fait quand même à un moment quand on a à Roisiseau Théâtre créé un festival qui s'appelle Panico Park avec d'autres compagnies.
C'est plus un modèle qui m'intéressait À à Charleville-Mézières, du coup. Charleville-Mézières, ouais, dans le cadre quand le festival a ouvert un petit peu la possibilité de faire du off en collectif. Ça, c'est vous qui portiez ça, entre autres. Entre autres, ouais, il y avait 4 compagnies, ou il y avait donc la compagnie du Roi Zizo, associée avec la Bakélite, qui portait administrativement le festival, bureau de production Hector, les Armines, donc, et puis il y avait une quatrième compagnie. Et donc du coup, oui, on a créé ça ensemble. Et ça, bon voilà, ça c'est une partie un investissement qui me plaisait plus dans l'action, on va dire ça comme ça, dans la mise en relation. Encore une fois, j'aime bien l'esprit de mutualisation qu'il y a pu avoir, comme voilà, que de se dire tiens, et si on faisait quelque chose ensemble, et si on créait quelque chose ensemble, donc 3 éditions. Donc voilà, là j'ai l'impression de m'être investi là-dedans. Et peut-être c'est aussi d'une certaine manière, que des choses se créent aussi, soit avec le CNMA aussi, qui n'était pas CNMA à l'époque, mais qui s'est dit, ah bah tiens, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, en préfiguration. Donc je sais que à l'époque, je pense sur la 2e édition du festival, ou peut-être sur la première, les théâtres à la Coque à l'époque avaient soutenu financièrement ça. Et donc, je pense que le réseau Ombre a pris de l'inspiration aussi dans ces endroits-là. Donc, Ouais. Je vais prendre des questions d'Anastasia. ouais. Comment t'écris tes spectacles? C'est quoi ton processus d'écriture pour tes spectacles? Ça dépend des spectacles. Il y a eu des spectacles qu'on a fait en écriture collective. Donc on part sur un thème, ça c'était au début. Mais par exemple, le spectacle que tu amènes à Avignon en ce moment, Ça c'est une exception. ça c'est l'exception. Ouais, c'est ça. Bon, on va commencer par l'exception. Comment ça se fait? Comme je dis, à la fin du spectacle, pardon, le spectacle, celui-ci, qui s'appelle I Kill the Monster, est né plutôt d'une invitation de Juan, qui crée là, pour la première fois un festival à Guilher, en Bretagne. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'inviter 4 artistes à créer 4 petites formes différentes pour montrer un petit peu la diversité, en tout cas, ce qui pouvait se faire de différentes manières en marionnette, et donc du coup de créer un parcours. Et donc du coup, Juan nous a dit, bah voilà, qui veut faire quoi? Donc moi je veux bien faire marionnette sur table. Moi il y avait Antonin, et puis et d'autres artistes. Et donc voilà, chacun a décidé de ça. Et puis moi j'avais dit à Juan, je lui ai dit, bon bah ok, c'est cool, c'est une belle... des fois de trouver une petite étincelle pour partir. Donc je lui ai dit, par contre, wow, au niveau du timing, ça va être serré, quoi. Donc il a dit, bon, pas de panique, c'est 15 minutes, on s'amuse. Donc voilà, là j'ai dit, bon super, je vais prendre une semaine pour faire ça, à 4 jours exactement. Donc lundi, à écrire le scénario, tout est possible. Mardi, qu'est-ce que c'était? Peut-être commencer à écrire les textes vraiment, commencer à rassembler les objets. Mercredi, Emmaüs est ouvert, on va chercher des objets, on récolte on récolte la scénographie. Jeudi, on essaye de mettre tout ça en boîte, et puis ça jouait vendredi soir, et donc vendredi soir, j'étais pas prêt. Mais j'ai joué quand même, avec à l'époque parce qu'il y a un texte qui doit bien dérouler, que je n'avais pas suffisamment en bouche. Donc du coup, j'avais demandé à l'époque à ma collègue avec qui je travaillais, je pense cette semaine-là, ou la semaine d'avant, Maude Garot, avec qui je travaillais sur un spectacle qui s'appelle Celle qui marche loin. Donc je lui ai dit, Maude, on était au tout début de la création de l'autre spectacle. Donc je lui ai dit, Maude, si tu veux, j'ai un petit défi à te proposer. Soyons fous, mettons-nous en jeu tous les deux. Donc tu porteras le texte du narrateur et je ferai les personnages. Et donc du coup, là, voilà. Le premier spectacle s'est fait comme ça en une semaine. C'était bien. Après, on a retravaillé un petit peu avec Marina, une collègue. Et voilà. Mais ça, C'est une exception. C'est une exception.
Comment on fait pour faire un spectacle? Après, les autres, eh bien, finalement, je vais prendre celui avec Maud. Donc là, c'est vraiment l'idée de... Bon, voilà, ça part des fois d'envies différentes. Là, avec Maud Garot, qui a une compagnie qui s'appelle Ombre Folle au Québec. L'idée, c'était vraiment de se dire, bah, tiens, on s'est bien amusé ensemble sur un stage qu'on avait fait à Charleville. Et si on créait un spectacle ensemble, donc voilà, Bouteille à la mer lancé un jour, et puis qui est arrivé au bon moment. Et donc du coup là, on s'est dit, bah tiens, une coécriture avec une compagnie d'un pays différent, sur un autre continent. Donc là, on s'est dit, bah voilà, on va essayer de travailler. Il y a des choses on a mis en commun, des thèmes qui nous plaisaient. On a mis en commun aussi des disciplines qui nous plaisaient, mais en se disant, bah tiens, en fait, je pense que ça sera du théâtre d'objets qu'on va faire. Assez vite, on s'est dit ça. Et puis voilà, là, après, on a croisé les envies, puis on s'est arrêté sur aussi, voilà, un texte qui nous a plu. Et à partir de ce moment-là, on avait le texte, la discipline, en tout cas le médium, le théâtre d'objets, le musicien aussi. Et voilà, là on a compilé de manière assez chouette aussi. Je dis ça parce que c'est pas toujours évident de créer avec quelqu'un une coécriture. Donc voilà, avec Maud, on avait des complémentarités qui se sont bien trouvées, je trouve. Et voilà, c'est comme ça, après sur 2 ans quand même, ou je pense que c'était 1 an et demi, parce que là, vu que c'était à l'étranger, et pour pas perdre un petit peu le fil, on s'est dit, tiens, on va condenser ça sur 1 année et demie, faire quelques voyages en France ou au Québec, et puis voilà, mais garder un fil, voilà, un petit peu, en tout cas une régularité, ouais, c'est ça, que les choses s'effilochent avec l'espace surtout et le temps. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Et puis des fois, je fais aussi j'arrive avec des contraintes d'écriture, ça m'arrive aussi. J'essaie de me rappeler c'était laquelle. Ah oui, si, j'ai un spectacle qui s'appelle L'Affaire Fingée. C'était pendant le Covid, un peu d'ennui, donc un peu de disponibilité de temps et puis d'espace chez moi pour créer un format court. Et donc du coup, là, j'ai dit, bah tiens, je- ouais, c'est ça. Je pense que soit je me suis réveillé un matin où j'avais dans l'image peut-être un film aussi. Voilà, un doigt est trouvé sur un rond-point. C'est le début de l'histoire. Donc voilà, et puis après je me suis dit, bon voilà, je vais garder ça jusqu'au bout, et il va falloir que je trouve la manière d'écrire un spectacle avec cette contrainte d'écriture-là. Et puis une autre contrainte qui était de se dire, tiens, et si on essayait de faire du théâtre d'objets, plutôt sur les 3 dimensions, et pas simplement sur une table. Voilà, 2 contraintes, un spectacle. Et tu as parlé un peu du Québec. Est-ce que vous avez tourné un peu à l'international avec votre compagnie? Est-ce que tu as un regard sur ça, sur l'international, la marionnette en général, hors de la France et le rapport de la France avec les pays? Est-ce que j'ai un regard? En tout cas, j'ai une expérience, ça c'est sûr. Moi, je suis toujours dans mes études. Avant, j'ai fait plutôt des études qui m'ont amené à être ouvert sur l'ailleurs. Donc, du coup, ça c'est, je pense, une autre des composantes de mon travail de création, c'est que ça soit toujours possible d'aller le diffuser aussi, ou en tout cas de pouvoir le jouer ailleurs qu'en France. Donc c'est un travail que je mène quand même au long cours, donc soit avec des créations que j'ai pu faire à l'étranger, au Canada, soit dans la diffusion en se promenant. Donc, Hors francophonie, du coup, aussi. hors francophonie, un petit peu, parce qu'en fait j'ai ouvert il y a quelques années de ça, j'ai eu l'opportunité de traduire le texte d'I Kill the Monster en anglais. Donc du coup, je l'ai appris en anglais et je le joue en anglais. Du coup aussi pour essayer de sortir de la francophonie, même si la francophonie Et est large, on a de la chance. Mais donc du coup, voilà, ça m'a permis d'aller ouais, dans des pays que je ne connaissais pas du tout, donc aux États-Unis ou en Bolivie ces dernières années, pour jouer justement. Et l'accueil de la marionnette, du théâtre d'objets, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a... Ben, je pense que la marionnette, c'est quand même un invariant un petit peu, où il y a quelque chose comme ça qui est assez... il y a une présence quand même traditionnelle,
un peu ancestrale même peut-être. Je vois en Bolivie, tout le travail autour du masque et de la marionnette. Aux États-Unis, c'est pareil. En Belgique, je travaille beaucoup en Belgique. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on... Ouais, c'est ça. Je constate que la marionnette, c'est comme l'ombre. Il y a quand même une grande histoire de la marionnette partout dans le monde. Et après, par contre, effectivement, le théâtre d'objets est plus récent, même dans son histoire. Et donc c'est vrai qu'il vient toujours faire un petit peu exception, ou en tout cas surprendre un petit peu, même si c'est quand même quelque chose qui se développe depuis quelques années. Mais à l'international, peut-être un petit peu moins. Peut-être, j'essaie de voir, parce que souvent c'est quand même... peut-être que je vais dire des bêtises, mais il y a quand même peut-être du texte pas mal avec le théâtre d'objets. Donc, qui dit texte dit en français généralement, ou en allemand. Ou, bon, voilà, ça peut peut-être être un peu moins facile à diffuser que la marionnette qui, des fois, va être sans parole. Mais bon, je crois que ça faisait partie d'une question qu'il y avait eu dans le manip, justement. Est-ce que le sans parole est plus facile à diffuser ou pas? Mais toujours est-il que je ne sais plus où j'en étais, mais bon voilà, le théâtre d'objets fait un peu des fois, ça amène quelque chose d'un peu différent. Je vois aux États-Unis, j'ai pas eu l'impression que il y avait un petit effet nouveau quand je diffuse le spectacle. Et pareil en Bolivie, il y a quelque chose d'un peu petit pas de côté, un petit côté nouveau, pas forcément connu à cet endroit-là, même si bon, voilà, il y a pas mal d'artistes qui ont pu le faire. Est-ce que tu as déjà fait de la formation? Est-ce que tu as déjà transmis un peu dans des pays ou même en France? Est-ce que tu as déjà transmis quelque chose? Oui, et ben, en fait, souvent, c'est plutôt sympa. J'essaye de le faire aussi, même si j'ai pas l'impression d'être un grand formateur, mais de transmettre ce que je connais, mon expérience à cet endroit-là. Et ça, je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait au Cameroun dans le cadre d'une tournée que j'ai pu faire. Donc ça, c'était avec des artistes. Donc ça, j'ai trouvé ça super. D'une autre manière, bon, voilà, c'était sur 3 jours. Donc Et comme on c'était autour de accompagne. quoi? La marionnette en général, le théâtre d'objets? Non, là, c'était vraiment le théâtre d'objets. Donc D'accord. je fais plutôt des formations en théâtre d'objets. Euh, Et du coup, vu que tu es là devant nous, ouais. est-ce que pour toi, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le théâtre d'objets, par exemple, pour toi? Bah, moi, le théâtre d'objets, pour moi, c'est, je dirais, ça descend quand même beaucoup du théâtre de cuisine, un petit peu. L'affiliation est là, du théâtre de cuisine, et puis de ce mouvement-là avec des compagnies comme Gare Centrale. Donc, c'est plutôt dans cette filiation-là que je me situe, où j'ai été formé finalement, avec Christian, avec Cathy. Même si je pense qu'on transforme un petit peu les choses après à notre manière. Mais bah voilà, après le théâtre d'objet, c'est effectivement c'est comment on travaille avec l'objet plutôt en partenaire de jeu, plutôt qu'en accessoire. Et puis après, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est comment est-ce qu'on eu du mal au début à passer cette frontière du pouvoir de l'objet, d'essayer derrière un objet de voir tout ce qui peut s'y passer. Mais c'est vrai que c'est comme les dessins en 3D. Au début, on n'y comprend rien du tout, ça n'apparaît pas. Et puis un jour, on fait un petit focus différent. Et puis d'un coup, on se dit, bah tiens, ah bah oui, bah, en fait, si j'ai besoin de parler de telle chose, eh ben, je peux le faire avec tel objet. Et puis, et moi, ce qui me fait vraiment très plaisir en création, c'est la force symbolique qu'il peut y avoir dans un objet où en fait l'objet finalement va nous raconter beaucoup plus ou compléter ou ouvrir le champ de réception ou en tout cas de compréhension du public sur ce qu'est l'objet et ce qu'il évoque et ce qu'il exprime. Et ça, moi, c'est plus à cet endroit-là que je m'amuse et que j'aime bien. Je ne sais pas si je suis clair à cet endroit-là, mais la force d'évocation que peut avoir un objet. Je travaille par exemple, je pense à ça, donc
par exemple, dans Celle qui marche loin, on parle d'une femme qui traverse des montagnes, les montagnes rocheuses en plein hiver. Et moi, ce qui me fait délirer, c'est d'essayer de trouver avec un objet une manipulation, une interprétation, comment est-ce qu'on peut créer du danger, euh, du froid, de la peur. Et là, nous, ben voilà, on a trouvé des scies, et les scies c'est dangereux, on les emboîte, on fait ça, et bon voilà, c'est simple en manipulation, c'est simple en trouvaille d'objets, mais voilà, ça ouvre un champ, c'est comme on dit, à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma. Donc voilà, là je trouve que j'aime bien cette bulle-là, en fait, que ça ouvre. Donc c'est pour ça que le théâtre d'objets m'a bien fait, m'a bien plu ces dernières années. Et est-ce que pour toi, là, il y a une place particulière du public par rapport au spectacle en général qu'on offre quand on fait de la marionnette ou du théâtre d'objets? Euh, Bah, je dirais avec le théâtre d'objets, parce que bon, c'est plus ça que je fais ces dernières années. Je trouve que j'ai vraiment, en tout cas, je vais parler pour moi, mais l'impression d'aller réveiller quelques formes de connaissance, d'intelligence, de poésie chez le spectateur. Et ça, je trouve que c'est un peu magique quand ça se passe, parce que il y a des échos qui se font entre ce que moi j'interprète, ce que je propose au plateau, et puis ce qui est reçu par les spectateurs et les spectatrices, et ce qui me renvoie. Donc c'est plutôt ça que je trouve agréable. Je me dis, tiens, ça fonctionne, donc c'est bien. T'as fait quoi comme étude avant? Moi, j'ai fait des études d'anthropologie et d'ethnologie. Donc plutôt ouvert, comme je disais, sur l'ailleurs, sur l'autre, sur, sur l'étranger, l'étrange. Et est-ce que ça t'aide dans la compréhension de la marionnette, de ses fonctionnements? L'ethnologie, c'est l'étude du comportement humain, non? Ouais, c'est ça, des Oui. sociétés, des communautés humaines. Est-ce que ça m'aide? Je réfléchis un peu quand même. Est-ce que tu as l'impression de puiser un peu dans des connaissances, des fois, dans ce que tu aurais appris, ou dans une mécanique? Moi, c'est toujours là, parce que c'est une formation initiale, cette question-là, donc que ça soit sur l'acceptation de la différence, on va dire, ça c'est un autre invariant de mes spectacles, ou en tout cas une des autres lignes directrices, c'est d'essayer de décentrer le regard un petit peu, comme le fait l'anthropologie, de se dire que bah, finalement, ce qui nous paraît complètement évident ici et maintenant à Avignon ne l'est pas sur le mont Fuji. Donc, et donc du coup, voilà, il y a quelque chose que je retrouve avec la marionnette, de dire finalement, effectivement, manger avec une fourchette, c'est évident chez nous, manger avec la main, c'est évident ailleurs, manger avec la main droite, c'est évident ailleurs. Et en fait, c'est de la construction, c'est une codification. Donc des fois, je me dis que de dire qu'un vieux mammouth, c'est un camion, ça fait partie d'une convention entre les gens, spectateurs et auteurs. Mais Et est-ce que pour toi, le théâtre d'objets, il serait possible partout, même dans des sociétés qui seraient pré-industrielles, par exemple? Ou est-ce que c'est lié à notre société industrielle, comme disait Christian Carignon? non, je pense que alors bah, je pense que la marionnette a plus sa place avant la société industrielle. Euh, et je pense que l'objet fait irruption à cet endroit-là. J'ai le souvenir je me souviendrai plus comment ça s'appelle, mais une première communauté dans les îles du Pacifique j'adore cette histoire-là. Il y a eu un naufrage. Et les gens qui vivaient sans contact avec les sociétés européennes ont vu affluer après un naufrage des objets sur la plage. Et donc et notamment, je pense, un portrait d'un roi anglais ou d'un lord anglais. Et du coup, ben voilà, ils ont interprété ça qui était déjà un début d'objet, une image. Bon, après, ce qui est très drôle, c'est qu'ils l'ont interprété à leur manière. Ils ont créé un culte à cette personne-là, ils l'ont totémisé. Et donc, du coup, je pense qu'avant, il y avait des formes plus animistes de relation avec l'objet. Je pense qu'on mettait traditionnellement peut-être plus proche de la marionnette, de l'ombre.
et de l'objet, j'y ai pas réfléchi vraiment, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, le théâtre d'objets qui est là aujourd'hui est quand même très lié, essentiellement presque à ce tsunami d'objets et de matériaux qui arrivent sur nous, sur l'humanité depuis quelques années. Et au niveau de la pensée de la marionnette, est-ce que tu lis des livres sur la pensée de la marionnette? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu allais écrire des choses sur la marionnette, un article dans Manip ou... C'est déjà arrivé qu'on me sollicite dans Manip, à cet endroit-là. Mais je suis un mauvais élève à cet endroit-là. Parce que je pense que je trouve une source d'inspiration plutôt à d'autres endroits. Donc moi, je suis plus proche du cinéma ou de la bande dessinée et donc c'est vrai que ou de la musique. Et je trouve ouais, c'est plus à cet endroit-là que j'aime explorer ou pas forcément écrire. Hein. Je suis pas un écrivain, donc. Mais voilà, après des fois c'est aller puiser ailleurs pour mieux revenir, mais même si, ou en tout cas après ça reste quand même dans le champ de la marionnette ou de l'objet ou de la matière je m'exprime et que je crée depuis quelques années, donc j'ai quand même un lien fort à ça. Mais ma manière d'écrire, c'est au plateau, je dirais ça comme ça. Et est-ce que tu as quelque chose, comme c'est un espace de liberté aussi, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire à la marionnette en général, aux, aux gens qui nous écoutent, à des gens dans 100 ans qui tomberaient sur cet entretien? Les capsules spatio-temporelles. C'est une bonne question. Moi, je dirais pas particulièrement, mais après, c'est plus une curiosité de voir comment les choses évoluent. C'est ça à laquelle il faut être attentif. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des changements radicaux, des fois, dans la marionnette. Je sais pas, j'ai du mal à projeter ce que sera la marionnette de demain. Ça m'intrigue bien. Ce que sera ou ne sera plus le théâtre d'objets de demain. Peut-être qu'à un moment, cette source inépuisable de plastique s'arrêtera. Qu'est-ce qu'on en deviendra et donc, non, mais après, je pense que ce que j'aime bien me raconter, c'est que ça sera toujours là, en fait, cette dissociation entre soi et l'autre ou l'objet. Je pense que depuis la nuit des temps, que ça soit dans la grotte Chauvet où il y a des ombres, il y a des projections. Donc je pense qu'il y a une partie des artistes et des créateurs qui vont toujours continuer à faire ça, je pense. Est-ce que s'il y avait un jeune ou une jeune qui s'intéressait aux arts de la marionnette, qui écoute l'entretien et qui a envie de savoir par où commencer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'intéresser ou au théâtre d'objets ou à la marionnette en général? Est-ce que tu as envie de... Moi, après, j'ai un parcours un peu particulier qui est, ouais, en tout cas, mon parcours, c'est plutôt d'être très ouvert sur tout ce qui peut se faire. C'est vrai que l'autre jour, je dois avoir une discussion avec une jeune justement qui doit avoir, ouais, qui passe son bac l'année prochaine et qui a l'air très attirée par les arts et c'est vrai que finalement, en y réfléchissant, mon conseil, c'est, et bon, en tout cas c'est par là que je suis passé, et je trouve ça cohérent, c'est d'être curieux de tout en fait, surtout, parce que bah voilà, après on peut se spécialiser, mais moi j'ai une petite tendance à regarder aussi comment est-ce qu'on crée des lumières, comment est-ce qu'on... donc finalement dans ce travail de création-là, je suis passé par vraiment plusieurs choses, à la fois la construction, enfin, je pense que c'est par là que je suis arrivé à la marionnette, c'est que moi j'aime bien construire des choses, travailler dans un atelier, donc voilà, ce petit savoir-faire que j'ai acquis parce que je traînais dans l'atelier de la maison quand j'étais jeune et que je faisais tout et n'importe quoi, bah, finalement il se traduit aujourd'hui par ça. Donc, mais voilà, nous on a commencé en se disant bah, en fait tout est possible, donc on va construire un chapiteau, et puis on l'a fait, on va construire une compagnie. C'est quoi une compagnie? On va le faire, on va tester des choses, on va se former.
j'étais formé pour faire des payes, par exemple, pour savoir ce que c'est que la CSG. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui ne me servent plus parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes dont c'est la spécialité. Mais après, je dirais que plus en fait, plus on élargit le champ, peut-être des fois on va se rendre compte que finalement, c'est pas tant la marionnette qui va me plaire, mais finalement le théâtre d'objets pour quelques années. Et c'est peut-être pas tant la marionnette qui va me plaire, mais la mise en lumière de la marionnette, qui est une autre forme de création, la création lumière. Donc voilà, soyons ouverts. Eh bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben non, merci à vous. Merci beaucoup, Gildoine Perronneau, pour cet entretien. Avec plaisir. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de